Mais le message essentiel est que la Chine a été la force dominante de l'économie mondiale pendant la majeure partie des 2000 dernières années, et que les 200 dernières années constituent une exception à cette tendance. Bonjour à tous, ici Pascal, des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens avec l'auteur et historien australien Michael Pembroke. Michael vit à Sydney et a écrit plusieurs livres, ainsi que pour divers médias, dont Time Magazine, Al Jazeera et le South China Morning Post. Il a également été juge à la Cour suprême de 2010 à 2020 dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Son ouvrage le plus récent est paru en juillet dernier et s'intitule « Soie, argent, opium, le commerce avec la Chine qui a changé le monde ». C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Michael, bienvenue. Merci patatas, Gavris Nesizi Okisor. Stapoti podcast depuis de nombreux mois. Asta. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir ici parce que vous avez écrit ce très bon livre et que vous avez essayé de retracer l'histoire du commerce auquel la Chine a participé. L'un des aspects intéressants de votre livre, c'est que vous adoptez réellement le point de vue chinois. Vous commencez par évoquer toutes les personnes qui sont venues en Chine et les expériences que la Chine a vécues au fil des siècles, en fait. Vous avez d'ailleurs commencé avec la Mongolie. Pouvez-vous peut-être nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette perspective? Eh bien, l'axe essentiel du livre porte sur le commerce de la Chine avec l'Occident. Donc même si je mentionne les Mongols, bien sûr, le commerce a commencé lorsque la route de la soie a acheminé la soie et d'autres produits exotiques jusqu'à l'Empire romain. Je commence avec Auguste, le premier empereur romain, qui a véritablement encouragé et développé le commerce, à la fois par voie terrestre à travers le plateau iranien et aussi par voie maritime. Sous Auguste, les navires romains sortaient par la mer Rouge et contournaient la péninsule arabique jusqu'à un port alors appelé Barbaricon, à l'embouchure de l'Indus, aujourd'hui plus proche de l'emplacement de Karachi. Bien sûr, sous Auguste, Rome a acquis l'Égypte, qui était extrêmement riche, et cela a contribué à porter le commerce à des sommets remarquables. Mais le problème, d'une certaine manière, était que les Romains étaient tellement excessivement riches et aisés, et la soie est un produit si nouveau, coûteux et exotique, contrairement à tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Ils n'étaient habitués qu'à la laine, au lin et bien sûr aux fourrures et aux peaux d'animaux. Ainsi, la couleur et la sensualité de la soie rendaient les femmes romaines et certains hommes absolument folles d'envie d'en acquérir, à un prix exorbitant. Ils payaient des sommes énormes. Ils voulaient aussi tout ce qu'ils pouvaient obtenir de la Chine, car c'était si exotique et inhabituel. Les vieillards de Rome à l'époque, Sénèque en faisait partie, mais il y en avait beaucoup d'autres, se sont alors inquiétés de deux choses. D'une part, la sortie d'argent et d'or du trésor romain vers la Chine, ou vers les commerçants qui apportaient les marchandises de Chine. D'autre part, les dépenses extravagantes d'argent et de ressources précieuses pour ce qu'ils considéraient comme des produits frivoles, simplement pour que la dame romaine puisse briller en public. Oui, je veux dire, il existe ces histoires éternelles, n'est-ce pas, sur la façon dont fonctionnent les sociétés humaines. Et l'une des choses, c'est par exemple, « Oh, je veux quelque chose de chic à porter. » Mais c'est assez intéressant, non? Que déjà, il y a 2000 ans, ce commerce continental existait déjà. Bon, peut-être qu'on ne devrait pas dire qu'il prospérait comme aujourd'hui, mais la route commerciale était ouverte et les échanges entre ces empires avaient lieu. Est-ce que seul l'or et l'argent circulaient dans l'autre sens? Ou y avait-il d'autres choses que la Chine voulait réellement acheter à l'Europe?
kinds of things that China actually wanted to buy from Europe. Not really, no. And it was mostly silver, not gold, because the Pas Chinese vraiment, preferred non. silver. It was, Et c'était surtout de l'argent, pas de l'or, parce que les Chinois préféraient l'argent. Il était plus facile à échanger, l'or avait plus de valeur. Et cela a été le cas tout au long de la décennie suivante, en fait, pendant 1800 ans. Ainsi, la Chine est progressivement devenue connue comme le cimetière de l'argent venu d'Occident. Lorsque le commerce était à son apogée au XVIIIe siècle, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, qui, entre autres fonctions, était gardien de la monnaie royale à Londres, se plaignait que le commerce avec la Chine était si important qu'il vidait l'Europe de tout son argent. Et Carl von Linné, un Suédois, vous savez qui il est, un botaniste, mais il était aussi un intellectuel public qui exprimait des opinions sur de nombreux sujets et a vécu à Londres une partie de sa vie. Il a déclaré, avec un ton rappelant fortement le président Trump, qu'il n'y a rien de plus important que de fermer cette porte vers la Chine par laquelle tout l'argent d'Europe s'écoule. Le commerce était si important qu'au milieu du XVIIIe siècle, David Hume, le philosophe écossais, affirmait en 1750 que si la Chine était aussi proche de nous que la France, tout ce que nous achèterions viendrait de Chine. Ce commerce a fini, au XIXe siècle, par diminuer et s'éteindre à cause du conflit lié à l'opium. Mais c'est une autre histoire. J'aborde ce sujet dans plusieurs chapitres vers la fin du livre. Restons sur ce sujet du commerce un instant, mais aussi sur une question que je me pose depuis un certain temps, car votre livre présente un argument très intéressant. En fait, le commerce avec la Chine, pour les Européens, remonte pratiquement à l'époque de Rome. Pourtant, dans le discours public, il y a toute cette idée selon laquelle Marco Polo aurait fait le tour du monde pour découvrir la Chine, et que découvrir la Chine, atteindre la Chine, serait quelque chose qu'il fallait accomplir par la mer. Pourquoi existe-t-il ce mythe selon lequel c'est Marco Polo? Pourquoi cet homme est-il si important, alors qu'en réalité, le commerce avec la Chine est bien plus ancien? Parce que après le commerce romain, et d'ailleurs, ce n'était pas un commerce bilatéral. Comme je l'ai dit, les Romains n'avaient pas grand-chose qui intéressait les Chinois. Ainsi, les Chinois emmenaient leurs chameaux à l'ouest de la Chine, par-dessus les monts Pamir, le Tian Shan et l'Hindu Kuch. Ensuite, ils traversaient le plateau iranien. Parfois, ils descendaient vers le sud, dans la vallée de l'Indus, jusqu'à l'embouchure du fleuve Indus. Mais à chaque étape du trajet, le commerce changeait de main. Les marchandises changeaient de main. Il y avait une culture appelée les Sogdiens, dans l'extrême est de l'Asie centrale, au pied des monts Pamir, et c'étaient les meilleurs commerçants. Frankopan dit qu'ils étaient très habiles avec l'argent et qu'ils géraient le commerce des chameaux venant de Chine, traversant l'Asie centrale, le plateau iranien, et arrivant finalement jusqu'à l'Euphrate, qui était la frontière orientale de l'Empire romain. Les Romains ne pouvaient pas aller plus à l'est, car, comme vous le savez sans doute, les Parthes, un ancien empire perse iranien, leur barraient la route. Les Parthes protégeaient jalousement le commerce avec la Chine et prenaient bien sûr leur part au passage. Il existe d'ailleurs une histoire fascinante d'une bataille en 53 à Vénégisséssas entre les légionnaires romains et les Parthes. Les légionnaires romains rencontrèrent pour la première fois une troupe de cavaliers parthes à cheval, portant de longues hampes ornées de bannières de soie colorées. Les légionnaires n'avaient jamais rien vu de tel de leur vie, et ils étaient complètement fascinés et inquiets. Les Parthes encerclèrent alors les légionnaires romains, qui se regroupèrent en serrant leurs boucliers au-dessus d'eux, verrouillés ensemble dans leur formation en testudo. Et les Parthes faisaient pleuvoir sur eux des flèches aussi drues que la grêle ou la pluie,
comme l'ont rapporté les historiens de l'époque. Les pointes de flèches partes étaient en acier, fabriquées selon des techniques chinoises qui n'étaient pas encore parvenues à Rome. Elles étaient si solides que les flèches traversaient les boucliers et clouaient les bras, les jambes et d'autres parties du corps des soldats. Ce fut donc un massacre terrible. Parfois, les flèches descendaient et transperçaient leurs pieds jusqu'au sol. C'est ainsi que les soldats romains découvrirent vraiment la soie, qui commença alors à arriver en petite quantité, jusqu'à ce que Jules César, avant Auguste, Auguste était son fils adoptif, introduise la soie au Forum romain une année, en 46 avant Juin-Similing. Il remplaça les auvents en lin qui protégeaient le peuple, les plébéiens, du soleil ardent, et les remplaça par de la soie. Et ce fut un développement tout à fait stupéfiant, qui marqua véritablement le début de la frénésie romaine pour la soie à partir de 46 avant JC, et pour les 2 siècles suivants, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, le trésor de Rome commence à manquer de ressources. Et bien sûr, un facteur ayant contribué à l'effondrement de l'Empire romain fut la dépréciation de sa monnaie. Son trésor avait été vidé en envoyant tout cet argent, et un peu d'or, mais surtout de l'argent, en Chine. Maintenant, pour revenir à votre question, il n'y avait pas de commerce avec l'Occident avant les Mongols. Ainsi, le Moyen-Âge a enveloppé l'Europe. Ce sont ensuite les Mongols, au XIIIe siècle, qui ont ouvert l'Eurasie et les routes terrestres. Très belliqueusement, oui. Non pas parce que l'Europe voulait s'ouvrir, mais simplement parce qu'ils sont venus. Oui, la Horde d'or. C'est vrai. Ils ont ainsi ouvert la route terrestre de l'Europe centrale jusqu'à la Chine. Et on disait aussi qu'ils étaient doués pour le commerce. Ils ont rendu les routes si sûres qu'au XIIIe siècle, on pouvait voyager de l'Europe à la Chine pour la première fois, réellement. Je veux dire, je ne compte pas Rome comme la même chose. Et même depuis Rome, on était bloqué par les Parthes. Mais on pouvait voyager de l'Europe à la Chine en toute sécurité. Un historien persan a dit qu'une vierge portant un plat en or pouvait voyager sans être inquiétée de l'Europe à la Chine. C'était très bien organisé, avec de bonnes routes et des relais pour changer de chevaux. Et non seulement les marchands et les voyageurs allaient jusqu'en Chine, mais aussi des missionnaires et des représentants du pape. Et croyez-le ou non, les envoyés du pape sont allés jusqu'à la cour du Khan en Chine, et des émissaires du Khan, après avoir d'abord rejeté le christianisme et déclaré qu'ils devaient tous se soumettre à nous, des émissaires de Kubilai Khan, et plus tard, sont allés à Rome pour rendre hommage au pape. Donc c'était vers les années 1250, 1260, non, plus tard. L'Empire mongol, l'Empire Yuan en Chine, a duré de 1271 à 1368, moins d'un siècle. Et Kubilai Khan était dans cette dernière période du IIIe siècle. Mais l'émissaire le plus célèbre venu de Chine était dans les années 1300, vers 1334, à peu près à cette époque. Et lorsque les envoyés venaient du pape, et je crois qu'à ce moment-là, certains venaient d'Avignon, pas seulement de Rome, ou principalement d'Avignon, car les papes s'étaient installés à Avignon. Ils étaient accueillis avec toutes sortes de fastes. Oui, c'est vrai. C'est une partie de l'histoire européenne que l'on oublie souvent. L'importance des Mongols. Leur règne n'a pas duré très longtemps, mais ils sont allés très loin. Ils ont pris Kiev. Ils ont conquis à la fois le nord et le sud. Oui, et ils ont vaincu tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Et ce faisant, ils ont en fait ouvert les routes, n'est-ce pas? Et tant qu'on ne les défiait pas, on pouvait effectivement aller et venir. Et il existait une route du nord à travers l'Ukraine, qui traversait l'Ukraine et la Mongolie pour arriver en Chine. La capitale du Grand Khanat, le Khanat chinois, se trouvait initialement dans ce que nous appelons aujourd'hui la Mongolie intérieure.
Elle a ensuite été déplacée à Pékin sous la dynastie Ming par l'un des empereurs Ming. Oui, c'est ça. Right, right. So that is then the second flourishing of C'est donc la deuxième période de prospérité du commerce sino-européen. La première a eu lieu sous l'Empire romain, puis il y a eu le Moyen Âge, avec de très mauvaises relations, et tout ce qui s'est passé entre-temps, essentiellement des principautés féodales et des blocus. Ensuite, cela s'ouvre grâce à une Pax Mongolica, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Oui, on l'appelle généralement la Pax Mongolica. Oui, oui. Mais cela a été de courte durée, n'est-ce pas? Les Mongols se sont ensuite divisés en petits groupes. Et en fait, l'un d'eux a ensuite pris le contrôle de la Chine continentale. Et la dynastie qui en est issue s'appelle Tumed, la dynastie Yuan. Et c'est à peu près à la même époque que Marco Polo effectue ses voyages, n'est-ce pas? Exactement. his travels, right? So Mark around about 12 Aux alentours des années 1270-1280 et au début des années 1290, il fut l'invité à la cour de Kubilai Khan. Et d'ailleurs son père et son oncle aussi, son père, Nicolas, et son oncle Maffeo. Tous les trois y sont allés. Les deux autres sont souvent oubliés, mais c'est Marco Polo qui a laissé la plus grande impression. Marco Polo made the biggest impression. right. And À partir de ce moment-là, les échanges commerciaux avec la Chine sont-ils restés stables ou ont-ils de nouveau connu de nombreuses fluctuations? or did it go through a lot of ups and downs again? No, so after the Mongols, so that the Non. Ming dynasty took over Après les Mongols, la dynastie Ming a pris le relais de l'Empire mongol en 1368. Et la dynastie Ming a traversé deux phases. La première phase des Ming comprenait cette période incroyable entre environ 1405 et 1433, lorsque Zheng He, l'amiral eunuque musulman, mena des flottes de trésors jusqu'aux confins du monde connu. Il y eut ainsi 7 grandes flottes de trésors, composées d'immenses jonques, considérées comme étant plusieurs fois plus grandes que les navires européens. Dans le livre, j'ai essayé de les comparer. Il y a une illustration du principal navire de Colombe, son navire amiral, la Santa Maria, un tout petit bateau, et la jonque de taille moyenne d'une flotte de trésors était bien plus grande. De nombreux récits historiques témoignent de l'immensité de ces navires, car ils ont été observés en Inde lors de leur passage et dans d'autres ports sur leur route. Ils sont allés jusqu'en Afrique de l'Est. Ils sont assurément entrés dans le golfe Persique et la mer Rouge, et ils ont parcouru toute l'Asie de l'Est. and they went to all over East Asia. Of course, this is the great area of controversy that is the subject. Bien sûr, c'est là le grand sujet de controverse qui fait l'objet d'un livre écrit par un sous-marinier anglais, bien connu de beaucoup de gens. Il s'appelait Gavin Menzies. Il est décédé aujourd'hui. Il a écrit un livre intitulé 1421, l'année où la Chine a découvert l'Amérique. Et selon sa théorie, des navires chinois seraient allés jusqu'aux Amériques pendant cette période d'exploration. En réalité, il ne s'agissait pas tant d'exploration. C'était plutôt comme l'initiative, la ceinture et la route. Les Chinois partaient impressionner le monde, connu par leur puissance et leur force économique. Ils ne faisaient pas la guerre. Il y a eu 1 ou 2 altercations, mais ils n'étaient pas là pour faire la guerre. Ils ne pratiquaient pas le changement de régime. Ils n'envoyaient pas d'armées à travers le monde comme certains pays au XXe ou au XXIe siècle. Countries in the 20th century or the 21st century, they went out on a sort of quasi. Ils sont partis en mission quasi économique et diplomatique, et ils ont rencontré un immense succès. Mais, pour des raisons qui ont déconcerté les historiens, même si nous pensons probablement savoir pourquoi, après 7 grandes expéditions au milieu des années 1430, l'empereur a été convaincu par des fonctionnaires de la cour, des mandarins et des lettrés d'arrêter les dépenses consacrées à ces vastes expéditions. Elles étaient évidemment extrêmement coûteuses, et la marine chinoise s'est effondrée. L'empereur n'autorisait plus de dépenses pour des choses jugées frivoles, comme les voyages à l'étranger. Et même si, dans une certaine mesure, les marchands privés ont poursuivi leur commerce, la marine impériale chinoise s'est effondrée. Il n'en restait plus grand-chose.
Elle est passée de plusieurs centaines de navires à presque rien à la fin du siècle. It went from many hundreds of ships to almost nothing by the end of the century. And China, from that point, turned inward. Et la Chine, à partir de ce moment-là, s'est repliée sur elle-même. Cependant, elle restait riche grâce au commerce, et les années 1500, 1600 et 1700 furent si prospères grâce aux échanges, notamment avec le Golfe Persique, les États arabes, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud, qu'il y avait tant d'argent qui affluait dans le pays, tant d'argent que les empereurs n'avaient presque pas besoin de gouverner. Ils pouvaient laisser cela à leurs fonctionnaires. Ils pouvaient se détendre dans le sanctuaire intérieur de la cité interdite et simplement se livrer à leur plaisir. Il y eut donc plusieurs empereurs à long règne durant cette période, et c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf que la dynastie Ming elle-même s'est effondrée en 1644. Les Ming furent alors remplacés par la dynastie Qing, les Mandchous, des étrangers en réalité, venus du nord. Et au moment de la transition des Ming au Qing, la Chine était dans une mauvaise passe à cause de la guerre civile, des conflits et de terribles catastrophes naturelles. Certains attribuent ce qui s'est passé au changement climatique. Il a fallu environ 50 ans au Qing pour s'en remettre. Ainsi, de 1700 à 1800, pendant environ 100 ans, le commerce avec l'Occident a littéralement explosé, car les compagnies des Indes orientales ont commencé à arriver. Les Portugais furent les premiers à arriver, puis les Hollandais, et finalement les Anglais, les Suédois, même les Français, et plus tard les Américains. Ce commerce, à la fin des années 1700, et surtout au cours des années 1700, fut immense, car les Européens découvraient pour la première fois la porcelaine, dont ils n'avaient aucune connaissance. Ils étaient habitués à l'étain, au bois et à l'argent, bien sûr, mais ils n'avaient jamais vu de porcelaine et ne pouvaient pas imaginer comment la fabriquer. Ils ont découvert le thé pour la première fois, et le thé est devenu une nécessité incontournable et très à la mode. En fait, le thé est devenu la boisson la plus populaire en Angleterre après l'eau, alors qu'il était totalement inconnu auparavant. Car à l'époque de Shakespeare, disons vers 1600, personne ne savait ce qu'était le thé. Personne ne connaissait une décoction chaude. Shakespeare connaissait l'hydromel, le claret, le madère, la bière bien sûr, mais personne ne connaissait le thé. En moins de 100 ans, c'est devenu une industrie en plein essor. Et le thé a rapporté des millions, vraiment, littéralement des millions de livres au trésor anglais. En fait, au début des années 1800, le commerce du thé finançait effectivement la Royal Navy, car le gouvernement tirait des revenus, des droits et des taxes. Et bien sûr, la Compagnie des Indes orientales était à ce stade pratiquement la propriété du gouvernement. C'est fascinant, vous savez, comme ça va de pair, la conquête et le commerce. Le problème avec les Européens, c'est que généralement, là où ils commercent, ils commencent à conquérir. Et ils l'ont fait immédiatement, n'est-ce pas? Donc, il faudrait peut-être aussi parler rapidement de ces compagnies, la Compagnie des Indes orientales, et ainsi de suite. Car ce ne sont pas des compagnies telles que nous les concevons aujourd'hui. Ce sont essentiellement des dépendances royales, n'est-ce pas? Avec le plein pouvoir d'appliquer la loi partout où elles opèrent. Pouvez-vous en parler un peu? Il s'agissait en fait de consortiums gouvernementaux capables de faire la guerre. Mais la Compagnie britannique des Indes orientales commerçait de manière très pacifique en Chine pendant le premier siècle de sa présence, de 1700 à 1800. Elle était effectivement contrôlée par des marchands et les directeurs étaient à Londres, leur principale préoccupation étant de réaliser des profits. Le problème est survenu à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les Britanniques n'ont plus pu soutenir la sortie d'argent. Les navires quittaient l'Angleterre, chargés de coffres d'argent, achetés auprès de la Banque d'Angleterre,
ou des grands négociants en métaux précieux de Londres, et revenaient avec encore plus de coffres, beaucoup plus de coffres, de thé, ainsi que de la porcelaine et tout ce qu'ils pouvaient rapporter. Plus porcelain and anything else they could bring back. The tea trade was so incredibly popular that Le commerce du thé était tellement populaire que, même lorsque les navires de condamnés partaient pour la colonie de Nouvelle-Galles du Sud à ses débuts, ils se rééquipaient après avoir débarqué leurs prisonniers, se préparaient pour le commerce du thé, puis montaient jusqu'à Canton, aujourd'hui Guangzhou, pour charger des cargaisons de thé et les ramener en Angleterre. Il n'y a donc pas eu de conquête, ni de guerre dans les années 1700 de la part de la Compagnie britannique des Indes orientales, ni d'aucune autre. Ils étaient tous là pour gagner autant d'argent que possible, aussi vite que possible. Mais l'arrangement qu'ils mirent en place pour compenser la sortie d'argent argenté fut de créer les plus grandes usines de production d'opium du monde le long de 800 kilomètres du Bas-Gange dans l'Inde britannique. Ils ont commercialisé, industrialisé et corporatisé la production d'opium. L'opium existait déjà auparavant, mais jamais à l'échelle à laquelle les Britanniques se sont engagés. Et ils savaient que l'opium était illégal en Chine. L'empereur l'avait interdit depuis longtemps, mais ils savaient aussi qu'il existait un marché pour l'opium. But they also knew that there was a market for opium. So the East India Company Ainsi, la Compagnie des Indes orientales a organisé, grâce à ses installations de production en Inde, la vente de l'opium aux enchères à Calcutta, qui était alors la capitale de l'Inde britannique. Ils vendaient l'opium à des commerçants indépendants tels que Jardine et Matheson, qui ne faisaient pas partie de la Compagnie des Indes orientales, ainsi qu'à de nombreux autres, des commerçants parsis, d'autres commerçants écossais et finalement aussi des Américains. Ces commerçants indépendants faisaient passer l'opium en contrebande en Chine et le vendaient à des barons de la drogue et à des trafiquants dans l'estuaire de la rivière des Perles, à l'extérieur de Canton, puis il était distribué. Les commerçants recevaient de l'argent en argent-métal de la part des barons de la drogue en Chine, puis ils apportaient cet argent à la trésorerie de la Compagnie des Indes orientales, où ils l'échangeaient contre des lettres de change tirées sur des banques londoniennes, acceptées par ces banques, avec la Banque d'Angleterre également impliquée. Ainsi, ces lettres de change ont alors soutenu le commerce mondial parce qu'elles étaient escomptées et échangées partout dans le monde pour toutes sortes d'échanges, y compris l'achat de coton en Amérique et tout ce que l'on pouvait imaginer. Ainsi, le marché financier de Londres a soutenu le commerce de l'opium en Chine. Ce n'était pas tant Canton et Shanghai, c'était Londres. Et le commerce des lettres de change, le commerce des lettres de Londres, est devenu si important pour l'économie mondiale qu'il n'était pas vraiment possible d'envisager d'arrêter le commerce de l'opium, car ce commerce était soutenu par celui des lettres de change, ou peut-être que c'était l'inverse. C'étaient les deux faces d'une même pièce, n'est-ce pas? C'est ce qui faisait alors revenir l'argent, même sans qu'il circule réellement. C'est en quelque sorte le début de la monnaie fiduciaire aussi, car il suffisait de transporter les lettres de change. Oui. Ce qui s'est passé en conséquence, c'est que cela a inversé le flux d'argent. Pour la première fois depuis des siècles, l'argent a commencé à sortir de Chine. Cela a appauvri la Chine et contribué à son déclin ultime au cours du 19e siècle. Il va sans dire, je pense que c'est bien connu, que les Britanniques ont déclenché la première guerre de l'opium et l'ont poursuivi lors de la seconde guerre de l'opium, dans le seul but de préserver et d'étendre leur commerce de l'opium. L'empereur, ce qui est tout à fait compréhensible, avait tenté de mettre fin à ce commerce, et il a envoyé un commissaire, Lin, à Canton, pour exécuter ses ordres. Mais lorsqu'il a enfermé les commerçants européens dans les 13 factoreries de Canton, cela a provoqué un grand tumulte qui a mené à la guerre.
Oui, et je pense qu'on oublie facilement que ces guerres de l'opium portaient sur le droit des Européens à inonder le marché chinois de drogue. C'était une guerre de la drogue, mais pas une guerre contre la drogue, une guerre pour la drogue. C'est ça qui est fou. Tu as tout à fait raison, Pascal. Oui. Qu'est-ce que cela implique? Je veux dire, c'est aussi l'époque où la Chine, encore une fois, il y a des hauts et des bas en termes de contrôle centralisé, n'est-ce pas? En termes de contrôle. Et c'était une période où le contrôle a diminué. Et les Européens ont fait en sorte que la Chine, premièrement, ne soit pas sous le contrôle direct de qui que ce soit, comme l'Inde, n'est-ce pas? Il y a une politique de la porte ouverte, une politique d'ouverture des Européens, disant que tout le monde a le droit de jouer sur ce marché. Mais à l'inverse, les Chinois n'ont pas le droit de contrôler leur propre marché. Point final. Peux-tu en dire un peu plus à ce sujet? Eh bien, en 1860, après la Seconde Guerre de l'opium, les Européens étaient partout en Chine. Ils traversaient la Chine comme s'il s'agissait de leur propre pays. Ils ne tenaient aucun compte de la souveraineté chinoise. Ils ont établi l'extraterritorialité partout où ils allaient. Les banques européennes opéraient en Chine et émettaient leur propre monnaie. Les missionnaires étaient autorisés à aller où ils voulaient en Chine. Et les missionnaires ont été un aspect majeur des troubles survenus dans la seconde moitié du XIXe siècle. La souveraineté chinoise ne comptait pour rien. À la fin des années 1890, il y a cette célèbre caricature parue dans un magazine français représentant le gâteau de la Chine découpé par le Kaiser, par la reine Victoria, par le petit-fils de la reine Victoria, le Kaiser Guillaume, par la Marianne française et, je crois avoir dit le Kaiser, mais à un moment je voulais dire le Tsar. Ainsi, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France étaient toutes présentes pour se partager le gâteau de la Chine. Cela a eu pour conséquence, de manière concrète, que des ports autour de Pékin et le long de la côte sont devenus des territoires contrôlés et exploités par des marines et des commerçants étrangers. Ainsi, Qingdao, aujourd'hui une marque de bière célèbre, est devenue célèbre parce que les Allemands ont pris ce port, ils y ont construit une brasserie, mais il était stratégiquement situé près de l'entrée de Pékin. Les Russes ont pris un port sur la péninsule un peu plus au nord, de l'autre côté de l'eau, et les Britanniques ont pris un endroit appelé curieusement Port Edward, aujourd'hui Weihai, un peu plus à l'est. Et puis, en descendant la côte, il y avait déjà la présence européenne à Shanghai. Hong Kong avait été cédé à la Grande-Bretagne à la fin de la première guerre de l'opium. Il s'agissait de l'île de Hong Kong. À la fin de la seconde guerre de l'opium, la péninsule de Kowloon, la partie principale de Kowloon, fut à nouveau cédée à la Grande-Bretagne. Puis, dans les années 1890, la Grande-Bretagne déclara « Nous en voulons encore plus » et elle exigea et obtint les nouveaux territoires, une zone bien plus vaste. Ainsi, Hong Kong se composait de 3 parties, et c'est une particularité intéressante de l'histoire que l'île et Kowloon aient été cédées à perpétuité, sans réelle obligation de les restituer un jour, sauf sous la pression politique et morale. Mais les nouveaux territoires furent loués à l'Angleterre pour 99 ans. Cette période de 99 ans a donc expiré en 1997. C'est ainsi l'obligation légale de restituer les nouveaux territoires qui a conduit à la rétrocession de l'île de Hong Kong et de Kowloon en même temps. On pensait, je crois, que Hong Kong ne pourrait pas fonctionner sans l'aéroport et certains autres éléments d'infrastructure situés dans les nouveaux territoires. Mais il y avait aussi une forte pression morale et politique. Fait intéressant. Les Français ont également exigé et obtenu un port dans le sud de la Chine, qui leur a aussi été accordé pour un bail de 99 ans, expirant également en 1997. Mais Charles de Gaulle, à la fin de la guerre, l'a très noblement rendu à la Chine en 1945.
Les Anglais ont donc tenu bon, mais les Français ont abandonné leur territoire à ce moment-là. Oui, mais ils l'ont fait pour avoir plus de temps afin de se concentrer sur l'Indochine. Yeah, but they gave it up in order to have more time to focus on Indochina. They pick their fights. It's like Ils choisissaient leur combat. Mais oui, continuons avec les Britanniques, car cette période du colonialisme est extrêmement importante, et le colonialisme ne peut pas être compris sans réellement comprendre le commerce. Car aussi, d'après mes recherches, une chose que je peux affirmer avec certitude, c'est que les Suisses ont toujours voulu une part du gâteau. Mais la condition essentielle était que, partout où ils allaient faire du commerce de seconde main, vous savez, j'appelle ça le colonialisme en passager clandestin, où ils montent simplement sur les navires des autres et font ensuite le commerce que les grandes puissances ne veulent pas faire. La question centrale était la juridiction consulaire, qu'ils ne soient pas soumis à la juridiction de l'État d'accueil, de la Chine, mais que tous les litiges avec les locaux puissent être gérés devant les tribunaux de la puissance coloniale principale. Et c'était une structure qui avait été établie dans tout ce réseau commercial des Européens. Eh bien, c'était là l'essence même de l'extraterritorialité que j'ai mentionnée plus tôt. Il ne s'agissait pas seulement de la banque, mais aussi du système juridique. Ainsi, les systèmes juridiques et financiers chinois ont été complètement sapés par les Européens dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils avaient leurs propres tribunaux, comme vous le dites. Certains, comme les Anglais, ont construit leurs propres tribunaux immenses avec un édifice grandiose à Shanghai, mais d'autres menaient leurs affaires juridiques par l'intermédiaire du consul local. Et tous disposaient de structures d'appel qui, dans tous les cas, ne permettaient pas d'appel en Chine. Il fallait sortir de Chine, dans le cas portugais, aller à Goa pour faire appel. Et bien sûr, la loi applicable était celle de l'État européen, et non la loi chinoise. Ainsi, un marchand chinois qui avait un différend commercial avec un marchand européen n'avait guère de chance, car il était soumis à un système juridique européen et à des lois européennes, avec lesquelles il n'était sans doute pas familier. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes étaient ouverts aux autres États européens, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense vraiment qu'il s'agissait d'un effort continental, en fait. Les Français, les Espagnols, les Portugais et même les Suisses pouvaient utiliser ces systèmes pour mener leurs petits échanges. C'était tout simplement ouvert. C'était en quelque sorte ce système européen étendu, implanté dans ces centres de commerce, qui était aussi développé de manière très stratégique, ce qui explique pourquoi il changeait parfois. Je veux dire, si l'on remonte aux années 1860, Manille était un port commercial bien plus important que Singapour, mais Singapour a ensuite été développé stratégiquement, tout comme Hong Kong et d'autres, en tant que ports commerciaux servant à rapatrier cette richesse vers la métropole. Et pour la Chine, cela a été tragique, n'est-ce pas? Je veux dire, cela a tué, l'opium et tout le reste ont tué, probablement, des millions de personnes. Des millions de personnes. L'historien anglo-américain très respecté, Jonathan Spence, a déclaré que c'était énorme, très important. Certaines estimations parlent de 30 à 40 millions de personnes dépendantes à l'opium, dont la plupart sont probablement mortes. C'était une situation épouvantable. Mais pour revenir à Manille, que vous avez mentionné, elle est devenue le centre du colonialisme espagnol au large des côtes chinoises. L'Espagne a établi son contrôle sur Manille vers 1571. Et le commerce des galions de Manille, ces immenses navires construits par l'État espagnol aux Philippines, a eu lieu entre Manille et le port d'Acapulco pendant 250 ans, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et ces navires chargeaient à Acapulco de l'argent, des centaines de coffres d'argent.
Ils étaient comme des coffres-forts flottants, et ils étaient une manne pour les pirates et les boucaniers de l'époque. L'argent provenait des mines des vice-royautés du Pérou et du Mexique. Les navires traversaient l'océan Pacifique jusqu'à Manille, et l'argent servait à acheter des produits chinois apportés depuis la province du Fujian par des commerçants chinois. Ensuite, les galions de Manille se chargeaient de tous ces produits et retraversaient le Pacifique jusqu'à Acapulco. Acapulco était l'endroit où se tenait une foire commerciale annuelle à l'arrivée du galion de Manille, car il n'y avait qu'un seul voyage par an. Et la foire commerciale d'Acapulco est devenue la plus grande foire commerciale du monde. Une fois que la foire avait vendu tout ce qu'elle pouvait, les produits étaient ensuite acheminés par la route jusqu'à Mexico. Depuis Mexico, les marchandises étaient transportées à Portobello, puis expédiées à Cadix et dans toute l'Europe. Mexico est ainsi devenu le centre du monde entre la Chine et l'Occident. Le dollar d'argent mexicain, ou espagnol, le peso d'argent, est probablement devenu la première monnaie de réserve mondiale. Son utilisation et sa diffusion étaient telles qu'elle n'avait aucune concurrence. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que cela a commencé à changer. Vous savez, il y a tellement de choses dont nous pourrions parler, également du Japon, et de la façon dont le Japon a tiré les leçons de l'Europe et a commencé à s'implanter en Chine, à en prendre des morceaux, et ainsi de suite. Nous pourrions discuter de tout cela, mais avançons un peu, parce qu'il y a une chose que j'entends souvent dire, et à chaque fois j'ai envie de serrer quelqu'un à la gorge, c'est la plus grande erreur de l'Amérique a été de laisser la Chine entrer dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, car permettre à la Chine de devenir un centre commercial, un centre mondial, était insensé. Les États-Unis auraient pu continuer à exclure la Chine, et elle serait restée un petit pays en développement sans grande importance. D'accord, tu te trompes. Tu ne comprends pas ce qu'a représenté la Chine dans le commerce mondial au cours des 2000 dernières années. Peux-tu peut-être nous parler un peu de cette période intermédiaire entre la guerre civile chinoise? Disons qu'elle s'est terminée en 1949, même s'il y a de bons arguments pour dire qu'elle se poursuit encore. Mais prenons 1949 comme le moment où les grands combats se sont arrêtés et où les communistes ont pris le pouvoir jusqu'en 2001. Que s'est-il passé pendant cette période de la guerre froide? Eh bien, Pascal, mon livre s'arrête en 1912, donc je ne suis pas historien du 20e ou du 20e siècle, et je connais probablement autant la période moderne que toi. Mais tu sais, nous savons tous ce qui s'est passé. Deng Xiaoping a décidé, après la période Mao, qui a été pleine d'erreurs. Je veux dire, j'ai une vision plus large de la révolution communiste. Ils avaient de bonnes intentions, mais ils ont commis des erreurs terribles et causé d'immenses souffrances. Mais il a fallu 30 ans de ces erreurs pour que le pays se relève. Et après ces 30 ans, il y a eu quelques premiers ministres comme Deng Xiaoping qui ont stabilisé le pays, commencé à stabiliser l'économie et à encourager à nouveau le commerce avec l'Occident. Mao avait effectivement fermé la Chine. Mais il y a une incroyable arrogance chez ceux qui disent que nous voulions que la Chine devienne comme nous, mais elle ne l'a pas fait. Elle a suivi sa propre voie. Nous l'avons laissée entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Comment osez-vous? Comment osez-vous ne pas devenir comme nous? La Chine, vous êtes maléfique. Oui, je suis désolé, c'est tellement frustrant. Surtout les Allemands, en ce moment, ils tiennent ce discours. Désolé, il faut que je me défoule un peu là-dessus. En allemand, il y a cette petite expression « Wandel durch Handel », c'est-à-dire « le changement par le commerce ». Ça rime en allemand, n'est-ce pas? Oui, ça a échoué, vous savez, et nos bonnes intentions de changer la Chine pour le mieux et d'en faire un phare de la démocratie, ça a échoué.
Et maintenant, il faudrait passer à la confrontation directe, parce que c'est la seule langue qu'ils comprennent. C'est un discours absolument stupide, mais c'est vraiment le niveau, vous savez, des émissions de télévision, et ainsi de suite qu'ils produisent en ce moment. Pouvez-vous en parler un peu? Aussi du point de vue de la façon dont le commerce a historiquement fonctionné pour la Chine. Trade also historically works for China. It worries me that so many people think Cela m'inquiète que tant de personnes pensent que la Chine devrait changer, qu'elle devrait se conformer aux valeurs et idéaux occidentaux. Cela me semble aller à l'encontre même du principe sur lequel la Charte des Nations Unies a été rédigée. Il y a 193 pays aux Nations Unies, et le principe de la Charte des Nations Unies, que la Chine a été le premier pays à signer d'ailleurs, mais dont les Américains ont joué un rôle déterminant dans la rédaction, est que chacun de ces pays doit respecter la souveraineté de tous les autres. Et cela m'énervait profondément lorsque la première ambassadrice de Trump auprès des Nations Unies, Nikki Haley, se plaignait des autres pays en disant qu'ils ne partagent pas nos valeurs. Mais le fait est que non, ils ne les partagent pas, et probablement ne les partageront jamais. Il existe de nombreuses valeurs différentes et de nombreuses civilisations avec des valeurs différentes. Ainsi, tout l'argument concernant les crimes contre l'humanité qui est avancé contre la Chine, par exemple, le Xinjiang ou le traitement des prisonniers, est un argument qui suppose que la Chine devrait avoir les mêmes valeurs que les pays européens. Or, si l'on regarde l'histoire, la Chine a toujours été très autoritaire envers les personnes qu'elle considère comme une menace pour sa société. Donc, c'est autoritaire, plus autoritaire que nous ne le serions peut-être, mais c'est son système. Ce sont les valeurs selon lesquelles il fonctionne. Et les Chinois le comprennent. Je pense qu'il est erroné de parcourir le monde en pensant que tout le monde devrait se conformer à une seule norme. On pensait que le commerce pouvait être un moyen de convaincre les gens d'adopter les idéaux occidentaux, la recherche du profit à l'occidental, le capitalisme occidental, s'habiller comme en Occident, porter des costumes sombres, ce qu'ils font en grande partie lorsqu'ils font du commerce. Mais cela dissimule le fait que chacun de ces pays, la Chine en particulier, est totalement différent, totalement unique, et les Chinois sont déterminés à ne pas laisser cela changer. Permettez-moi d'ajouter ceci, car il n'y a pas que les Chinois qui comprennent cela de nos jours. Ce sont aussi les Africains. Ce sont aussi les Sud-Américains. Et vous savez, le point est aussi que chaque fois que vous essayez, chaque fois que d'autres nations et civilisations essayent de se conformer aux normes occidentales, elles n'y parviennent jamais. Jamais. Parce que l'Occident change toujours. Et j'ai un exemple magnifique. Un ami africain, un ami ougandais à moi, m'a dit il y a quelques années, « Tu sais Pascal, vous ne vous décidez jamais, parce qu'au début, vous venez chez nous et vous nous dites de tuer les homosexuels et d'aimer le livre. Et puis vous nous dites de brûler le livre et d'aimer les homosexuels. C'est comme si, dès qu'on fait ce que vous nous demandez, vous nous dites de faire le contraire. Et ça recommence encore et encore. Nous sommes actuellement dans la version la plus récente de ce même état d'esprit, celui où les autres n'ont pas encore rattrapé leur retard. Mais les Chinois, les Africains, et ainsi de suite, ne vont plus jouer à ce jeu. Voilà le nouveau monde. Et je pense que c'est ce qui inquiète vraiment. C'est l'angoisse existentielle actuelle en Occident, que ce jeu des 500 dernières années ne va plus fonctionner. Non, cela touche à sa fin. Et la raison, en partie, c'est que les pays, dont beaucoup sont représentés par le groupe des BRICS, sont désormais bien plus rentables, puissants et influents qu'ils ne l'étaient auparavant. Et une fois que le dollar américain ne sera plus utilisé pour la majorité du commerce mondial et son usage diminue constamment,
cela posera un énorme problème pour l'équilibre des pouvoirs. Et quand je dis un problème, ce n'est pas un problème en soi, cela signifie simplement que l'équilibre des pouvoirs va changer. Je crois avoir compris, d'après quelque chose que j'ai lu l'autre jour ou dont quelqu'un m'a parlé, que le dollar américain est utilisé pour 60% du commerce mondial actuellement, mais que lorsqu'il tombera en dessous de 50%, ce sera une catastrophe pour les États-Unis. Eh bien, nous savons tous que le Brésil, la Chine, la Russie et probablement l'Inde espèrent accomplir en effectuant de plus en plus de leurs échanges dans leur propre monnaie. Ils contourneront le dollar américain et le système SWIFT. Oui, et la puissance structurelle des États-Unis va décliner. Et oui, pour l'instant, les États-Unis peuvent encore menacer les gens avec des droits de douane, mais ça ne fonctionnera plus très longtemps. Mais aussi, l'idée que le dollar américain va s'effondrer. Je ne pense pas que nous ayons un exemple dans l'histoire mondiale où une monnaie de réserve a été remplacée du jour au lendemain. Même la livre sterling reste aujourd'hui une monnaie importante. Dans ce domaine, cela a tendance à se produire progressivement, mais l'influence politique des États individuels va diminuer. Que voyez-vous cependant en ce qui concerne le commerce actuellement? Je veux dire, le commerce chinois atteint à nouveau un niveau record aujourd'hui. Historiquement, il a connu des hauts et des bas, mais il est probable que la Chine cherche à s'intégrer davantage, non seulement avec l'Occident, mais aussi avec les partenaires des BRICS. Qu'observez-vous comme évolution? Eh bien, le commerce d'exportation de la Chine vers les États-Unis représente moins de 3% de son PIB. Je pense que la Chine s'est opposée aux États-Unis. Elle est peut-être prête à faire certains arrangements, mais à long terme, elle ne permettra pas que le marché d'exportation vers les États-Unis détermine sa façon de fonctionner. Et, bien sûr, vous savez que le commerce de la Chine avec les nations de l'ASEAN est supérieur à celui avec les États-Unis. Thank you, et que son commerce avec l'Europe l'est également. Le commerce de la Chine avec les nations de l'ASEAN, avec l'Asie du Sud, avec les pays d'Amérique du Sud, avec les 54 pays africains et avec la plupart des États arabes augmente chaque mois. Et il faut ajouter à cela le fait que le mois dernier, le PIB de la Chine a augmenté de 5,2%, alors que celui de l'Allemagne, je crois, stagne. Celui des États-Unis est inférieur à 2%. Celui du Royaume-Uni, je pense, est inférieur à 1%. Et la plupart des nations asiatiques prospères connaissent également une croissance. Donc, le mouvement du commerce et du pouvoir se dirige clairement vers la Chine et les nations asiatiques, probablement les pays des BRICS en général. Alors qu'on ne peut pas nier que la puissance militaire semble encore dominer du côté des États-Unis. Mais bien que même cela ne soit plus si évident, car il semble que les États-Unis aient atteint leur pleine capacité de production et ne produisent pas assez pour ce qu'ils souhaitent accomplir. J'ai eu cette discussion l'autre jour. C'est comme si, pour la première fois, même les néoconservateurs découvraient que les États-Unis ne peuvent pas simplement faire apparaître des obus de nulle part. Même eux ont compris que d'accord, nous avons besoin de ces terres rares venant de Chine. Sinon, nous ne pouvons même pas fabriquer nos armes sophistiquées. Donc, c'est un problème. Mais d'une certaine manière, je suis très heureux de votre livre, car il rassemble cette puissance industrielle et commerciale, vieille de 2000 ans que la Chine a connue, les hauts et les bas qu'elle a traversés. Et il replace ce qui se passe actuellement dans un contexte très très large. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, où peuvent-ils le trouver? Et y a-t-il un endroit où vous publiez régulièrement maintenant, en dehors du... Pas encore, mais je vais commencer à le faire bientôt. Mais il est disponible en ligne via toutes les sources habituelles, Amazon et autres, pour ceux qui souhaitent utiliser cette source. On m'a dit qu'il est dans toutes les bonnes librairies
à Singapour et à Kuala Lumpur, et il se peut que j'y aille pour promouvoir le livre. Je ne pense pas qu'il soit encore sorti aux États-Unis ou en Europe du Nord. Je crois que ce sera probablement le mois prochain. Donc, il n'est disponible que depuis quelques semaines. Mais le message essentiel est que la Chine a été la force dominante de l'économie mondiale pendant la majeure partie des 2000 dernières années, et que les 200 dernières années ont constitué une aberration par rapport à cette tendance. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est donc pas un phénomène nouveau. C'est simplement un retour à la façon dont le monde a fonctionné pendant la majeure partie de son histoire. Alors ne paniquez pas, nous sommes simplement revenus à la normale. C'est tout. Michael Pembroke, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal Lotaz. Thank you, Pascal. All right.